Je ne savais à peu près rien de Jean-Pierre Vernant quand, en 1960, son étude sur le mythe Hésiodie-Vydéras, publiée, je crois, dans la revue d'Histoire des religions, m'est tombée sous les yeux. Et j'ai été pris d'un grand saisissement, car je venais de publier moi-même 2 ans auparavant une première longue étude sur un mythe amérindien, et je constatais que de façon parallèle, et sans nous connaître, nous suivions la même démarche, laquelle consistait à refuser de voir dans le mythe uniquement une suite temporelle d'événements à l'intérieur du récit, mais en prêtant attention aux relations entre les termes, et pas seulement aux termes eux-mêmes, de découvrir qu'existaient entre ces termes des rapports de corrélation et d'opposition, d'où se dégageait à un niveau plus profond une architecture en quoi consistait la substance du mythe. Bien sûr, il y avait des différences. Moi-même, j'essayais de me frayer à la hache un passage dans un terrain resté inexploré. Lui-même s'appuyait sur un des domaines les plus riches des sciences humaines. Et c'est lui d'ailleurs qui a longuement expliqué pourquoi il considérait que la Grèce constituait pour lui un terrain, et pour d'autres bien sûr, un terrain privilégié par l'abondance de la documentation et des commentaires dont pouvaient disposer les chercheurs, par le fait que la Grèce ancienne était déjà une réalité assez étrangère pour qu'on puisse la considérer comme un objet, mais sans trahir un sentiment de continuité qui nous reliait à elle et nous permettait de prendre un contact plus intime. D'où cette œuvre énorme sur la Grèce, dont le but essentiel, a-t-il dit souvent, était de découvrir ce qu'était l'homme grec et quelle pouvait être l'architecture de son esprit. Et c'est en cela d'ailleurs que Vernant, bien plus qu'un pur helléniste, était aussi, au sens étymologique du mot, un grand anthropologue. Car bien qu'il se soit entièrement consacré à la Grèce, il ne s'est jamais senti enfermé par elle dans des limites. Il était parfaitement conscient qu'on ne pouvait plus aborder exactement de la même façon les faits de la Grèce ancienne quand on disposait, comme ça a été le cas depuis le XIXe siècle, d'autres mythologies, celle de la Chine, celle de l'Inde, à quoi il a souvent eu recours, et même, ajoutait-il, les mythologies des peuples sans écriture révélées par les ethnologues. Si bien que, en me sentant en étroit parallèle avec lui, j'avais le sentiment de ne jamais trahir sa pensée. Et c'est lui d'ailleurs qui, dans son livre maître, je le considère comme tel
parce que c'était un peu aussi son discours de la méthode. Ce livre qu'avec la collaboration de Marcel Détienne, il a écrit en 1974 sur la métisse, il mettait à jour une catégorie restée jusque-là insoupçonnée de la pensée grecque, mais qu'il était capable d'atteindre parce que il l'abordait non seulement sous l'angle de la philologie, de l'histoire des idées ou de la critique littéraire, mais par tout autre moyen, tels que les savoir-faire artisanaux, les mythologies, les panthéons, l'art, les monuments figurés, les objets, et ainsi de suite. Et c'est cette immense ouverture de l'éventail des voies d'accès à la pensée humaine qui lui permettait d'atteindre ce qu'il appelait lui-même l'architecture de l'esprit. Eh bien, dans cet ouvrage sur la métisse, qui donc mettait à jour une catégorie insoupçonnée de la pensée grecque, qui était l'intelligence rusée, nulle part expressément formulée, mais qu'il était possible d'atteindre à travers tous ces objets, lui-même esquissait une comparaison avec les mythologies dont un personnage essentiel est ce que les auteurs appellent, anglo-saxons ont appelé le trickster, et que j'appelle moi-même le décepteur, ce qui jetait un pont entre la pensée grecque et des pensées très exotiques telles que celles dont je m'occupais moi-même. Et en fait, quand intrigué par certains aspects des mythologies amérindiennes, je me demandais si, dans la Grèce, on ne trouvait pas des sortes de correspondances ou d'équivalents. Jamais je n'ai fait en vain appel à Jean-Pierre Vernant, qui m'a toujours procuré les sources, mais furent-elles difficiles, qui pouvaient le mieux m'éclairer. Nous étions presque du même âge, à 4 ou 5 ans près, mais je peux dire que dans ma génération, ou dans notre génération, il n'est aucun chercheur dont je me suis toujours senti le plus proche et qui était Jean-Pierre Vernant. Je ne veux pas non plus oublier qu'il ne fut pas seulement un grand savant, mais un très grand écrivain, sous la plume duquel on ne trouve jamais le jargon professionnel, mais une écriture limpide, prenante, souvent spirituelle. Pour toutes ces raisons, je mesure la perte immense que nous faisons avec sa disparition, avec la disparition de celui qui fut un des très grands esprits de ce temps. Ça peut aller.